Bonjour et bienvenue sur Europe Hebdo, votre revue de presse européenne hebdomadaire. Pour cette 50e semaine de 2024, l'avis de l'Union revient sur la décision des États membres de geler les demandes d'asile syriennes, sur l'entrée dans l'espace Schengen de la Roumanie et de la Bulgarie, sur les discussions autour de l'organisation du Parlement européen et la baisse des taux directeurs par la BCE. Dans le club des 27, la Roumanie est en pleine tractation pour former le gouvernement. La Bulgarie enquête sur les liens bulgares concernant l'ingérence russe en Roumanie. L'Allemagne voit la campagne bousculée par plusieurs sujets. L'OTAN exhorte les Européens à en faire plus. Et deux lois du gouvernement Meloni inquiètent. Et chez nos chers voisins, on continue le suivi des manifestations en Géorgie. On fait le point sur les conséquences pour la Russie de la chute de Bachar al-Assad. Et la Moldavie décrète l'état d'urgence énergétique. Passons sans plus attendre à la vie de l'Union. Affaires intérieures, l'asile au cœur de l'agenda européen après la chute de Bachar al-Assad et les attaques hybrides. Dans la soirée du samedi 7 décembre, le dictateur syrien Bachar al-Assad était déposé par une coalition de rebelles sous la bannière des forces démocratiques syriennes et a été forcé de s'enfuir. D'après l'agence de presse russe TASS, proche du Kremlin, il se serait vu octroyer le refuge politique à Moscou. Une chute express une semaine après la prise d'Alep par les rebelles. Une aubaine pour les États membres confrontés à la pression de l'opinion publique qui souhaite une réduction de l'immigration, quelle qu'elle soit. Dès le lundi 9 décembre, plusieurs États membres ont annoncé le gel de l'examen des demandes d'asile. Une position justifiée puisque le changement de régime oblige les gouvernements à attendre de voir ce que va mettre en place le nouveau régime, et si des populations bien identifiées pourraient faire l'objet de menaces d'atteinte à leur intégrité physique ou même à leur vie. Mais la rapidité à laquelle les pays se sont mis à communiquer questionne sur la morale politique et aux droits liés à l'asile. Des droits qui sont nés après la Seconde Guerre mondiale et qui répondaient à l'apatridie, la mort civique, le fait de rayer la citoyenneté de certaines personnes, ce que l'on a pu observer au sein de régimes totalitaires. Aujourd'hui, que ce soit des gouvernements de gauche, de droite ou du centre, la position a été la même. On peut noter aussi que les camps de rétention administrative italiens sur le sol albanais avaient déjà dans l'idée d'affaiblir le droit européen existant et par conséquent le droit international auquel tous les États membres ont consenti. L'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, la Finlande, l'Italie, les Pays-Bas, la République tchèque et la Suède ont donc annoncé le gel de toutes les procédures en cours. Pire, l'Autriche a annoncé la mise en place d'un programme de rapatriement et d'expulsion vers la Syrie, certainement motivé par l'arrivée en tête de l'extrême droite dans le pays. La CDU, la droite chrétienne démocrate allemande, qui siège dans l'opposition, envisage de proposer une aide de 1 000 euros pour faciliter le retour, au mépris du danger qui pourrait peser sur ces personnes. Mardi 10 décembre, la France et la Grèce ont emboîté le pas aux autres. A l'inverse, l'Espagne et l'Irlande n'ont pas souhaité suspendre les procédures pour éviter de prendre des conclusions trop hâtives. Le gel des procédures place les demandeurs d'asile dans une zone grise. Celles qui avaient un avis de retour au pays peuvent rester, le temps que la situation s'éclaircisse, et celles qui ont déposé leur demande d'asile voient la procédure suspendue sine die. Bien sûr qu'il faut réévaluer les raisons des demandes d'asile et si elles se justifient encore, mais la mise en place du nouveau régime va prendre du temps et la façon de communiquer des gouvernements est terrible car elle laisse penser d'un côté que des demandeurs d'asile seront expulsés et de l'autre que les demandes d'asile légitimes qui resteront en suspens vont créer de l'insécurité pour ces personnes qui resteront coincées dans un statut de transition, créant ainsi de l'incertitude. La Convention de Genève de 1951, relative au statut des réfugiés de l'ONU, requiert un changement durable dans le pays d'origine pour que cesse le statut de réfugié. L'ONU appelle à la retenue et à la vigilance sur la question des retours et d'attendre que la situation se stabilise pour prendre de telles décisions. Idem pour la Commission européenne
qui a demandé de la prudence aux États membres tant que la situation n'était pas stabilisée. La Commission se refuse à donner des recommandations aux États membres pour le moment. Il revient désormais à l'Union européenne et aux États membres en particulier d'avoir une posture proactive sur la Syrie et d'accompagner le pays dans cette nouvelle ère après 43 ans de mainmise de la dynastie Al-Assad sur le pays. La Russie sera certainement en première ligne pour préserver son positionnement stratégique dans le pays, mais je reviendrai sur ce sujet plus tard dans cet épisode. La présence de Hayat Tahrir el-Sham, l'organisation de libération du Levant, réputée proche d'Al-Qaïda, fait partie des rebelles et fait redouter l'imposition d'un islam fondamentaliste dans le pays qui pourrait menacer plusieurs minorités. Pour l'instant, l'heure est à l'opération de communication avec de grandes campagnes de publicité pour vanter le retour à la liberté en Syrie. Autre sujet concernant l'asile, les arrivées de migrants considérées comme des attaques hybrides à la frontière extérieure orientale de l'Union. Depuis 2021, la Biélorussie et la Russie affrètent des groupes de migrants afin de déstabiliser la Finlande, les États baltes et la Pologne. La commissaire à la sécurité, Henna Virkkunen, a annoncé mercredi 11 décembre que la Commission européenne autoriserait les États membres à limiter le droit d'asile si des demandeurs d'asile faisaient face à une instrumentalisation par les pays voisins. Elle a rappelé que la réponse devait être juste et proportionnée. Elle a aussi répété qu'il n'était pas question de refouler les migrants. Cependant, la Commission se refuse à financer les murs de protection à la frontière extérieure, mais aidera au financement d'équipements de détection de présence humaine. Ursula von der Leyen a promis 170 millions d'euros d'aide pour moderniser les équipements de surveillance aux États membres frontaliers de la Russie et de la Biélorussie. La Pologne et la Finlande ont adopté une loi leur permettant de suspendre le droit d'asile en cas de forte pression migratoire à la frontière, une position soutenue par les autres États membres, malgré la non-conformité au droit européen et international. Les ONG redoutent que les États en question ne procèdent quand même au refoulement, avec la Commission qui fermerait les yeux à ce sujet. La Pologne récupérera par ailleurs la présidence du Conseil de l'UE au 1er janvier, ce qui devrait lui permettre de mettre ce point à l'ordre du jour de son semestre. Affaires intérieures encore, la Roumanie et la Bulgarie ont reçu le feu vert des États membres pour rentrer dans Schengen. Je vous en parlais il y a quelques semaines, l'Autriche avait levé son veto concernant l'intégration complète de la Roumanie et de la Bulgarie dans l'espace Schengen. L'Autriche réclamait depuis 2022 aux deux pays de réduire l'immigration clandestine à leurs frontières extérieures pour lever le veto concernant la liberté de circuler aux frontières terrestres. La Roumanie s'était vue octroyer la liberté de circulation par voie aérienne et maritime en mars 2024. Les chiffres encourageants montrés par la Roumanie et la Bulgarie indiquaient que le veto ne se justifiait plus d'après le gouvernement démissionnaire autrichien. Il ne restait plus qu'à formaliser la chose au Conseil de l'UE. Pourtant, la Commission avait émis un avis favorable pour les deux pays dès 2011, la faute au discours de l'extrême droite, Nigel Farage en tête, accompagné de Geert Wilders, qui prétendait que le crime organisé de ces deux pays envahirait leur pays. La Croatie, qui avait pourtant intégré l'Union en 2014, après les deux pays, est entrée pleinement dans Schengen en 2023. Le mois dernier, la présidence hongroise avait présenté un plan garantissant des contrôles temporaires pendant 6 mois pour assurer la transition en douceur. Des contrôles aléatoires auront lieu entre la Bulgarie et la Roumanie, mais aussi entre la Roumanie et la Hongrie. Des contrôles qui n'auront pas lieu à la frontière entre la Grèce et la Bulgarie. Jeudi 12 décembre, les États membres devaient donc statuer sur la question. Les 25 ont statué en formation justice et affaires intérieures en faveur de l'entrée des deux pays dans Schengen de façon pleine et entière. Les Pays-Bas ont fait douter les deux pays jusqu'au bout. Le PVV, le parti de Geert Wilders, membre de la coalition gouvernementale, continuant de faire pression pour maintenir le veto. Finalement, les autres partis gouvernementaux, soutenus par l'opposition, ont permis au Parlement néerlandais de donner le feu vert à la Roumanie et à la Bulgarie. L'accord prévoit le déploiement de 100 policiers autrichiens, bulgares, hongrois et roumains à la frontière terrestre avec la Turquie,
ce qui était une des conditions posées par l'Autriche pour lever son veto. Une levée d'obstacles qui devrait avoir un impact économique très bénéfique pour les deux pays. Parlement européen, bisbille au PPE et le point sur les commissions parlementaires. La nomination des commissaires ne passe toujours pas pour le Partido Popular, le parti de droite espagnol. Le PP avait demandé expressément de récuser Teresa Ribera, ministre de la Transition écologique sortante, qui était en fonction lors des terribles inondations qui ont eu lieu à Valence et que le PP juge en partie responsable, puisque la prévention des inondations faisait partie de ses prérogatives. Manfred Weber aurait jugé opportun de faire valider l'ensemble des commissaires en forçant la gauche et les Verts à valider les candidatures de Raffaele Fitto et Oliver Varelli en promettant de ne pas récuser Teresa Ribera. Plusieurs partis lui reprochent d'avoir calculé en vue de sa réélection à la tête du Parti populaire européen en retardant d'une semaine la validation du collège des commissaires pour donner des gages à la droite espagnole. Les Polonais, les Grecs et les Hongrois lui ont fait savoir que la validation des deux commissaires d'extrême droite les fragilisait et tendait à mettre le PPE dans la main des trois partis d'extrême droite du Parlement européen. Et dans le sens inverse, le PP ne digère toujours pas la nomination de Teresa Ribera. Mais au sein du PPE, ils étaient les seuls à réclamer qu'elle soit écartée. En avril 2025, le PPE tiendra son congrès et même s'il n'a pour l'instant pas de concurrence, Manfred Weber pourrait bien vivre quelques mois compliqués, lui qui avait déjà été vivement critiqué pour son premier mandat à la tête du Parti européen. Pour ce qui est de la structuration du Parlement, les commissions parlementaires défense et santé voient enfin un accord des groupes politiques pour devenir des commissions parlementaires à part entière, mardi 10 décembre. Mercredi 11 décembre, la conférence des présidents entérinait les mandats des différentes commissions qui devront passer au vote lors de la plénière du 16 au 19 décembre. En devenant des commissions de plein exercice, elles n'auront plus à rendre compte à leur commission de tutelle. La commission défense sort de la tutelle de la commission affaires étrangères et la commission santé sort de la tutelle de la commission environnement. La commission défense devrait même récupérer des compétences de la commission industrie, recherche et énergie. Elle récupère tous les sujets liés à la sécurité et à la défense, notamment le programme européen d'investissement dans le domaine de la défense. La commission santé traitera des produits pharmaceutiques, des dispositifs médicaux, des programmes de santé publique et de la préparation et de la réponse aux crises sanitaires. Évidemment, elle traitera aussi de la santé mentale, des droits des patients et des aspects sanitaires du bioterrorisme en lien avec l'Agence européenne des médicaments et du Centre de prévention de contrôle des maladies. Par contre, la sécurité alimentaire et le bien-être des animaux restent de la compétence de la commission environnement. Deux nouvelles commissions spéciales verront également le jour sur le logement et le bouclier européen de la démocratie. La commission spéciale sur le logement devra présenter un rapport sur les défis concernant le logement dans l'Union, notamment concernant la spéculation immobilière et la nécessité de réformer ou non les politiques publiques nationales. La commission spéciale sur le bouclier européen de démocratie fera, elle, le point sur les défis concernant les ingérences étrangères, la désinformation et les menaces hybrides à l'encontre des démocraties européennes. Les socialistes récupèrent la présidence de la commission logement, Renew récupère la présidence de la commission défense avec Marie-Agnès Strack-Zimmermann, déjà élue alors que ce n'était qu'une sous-commission, et la commission spéciale sur le bouclier européen de la démocratie avec Nathalie Loiseau. La présidence de la commission santé reste dans les mains du PPE avec Adam Yaroubas, déjà élu alors que ce n'était encore qu'une sous-commission. Économie. La Banque centrale européenne réduit encore les taux. C'est la quatrième fois cette année, la BCE réduit les taux d'intérêt de 0,25 points, une accélération du desserrement monétaire annoncée le jeudi 12 décembre par la présidente de l'institution, Christine Lagarde. Une baisse que certains auraient voulu plus forte, alors que le contexte économique européen est très compliqué. La BCE fait le pari que la baisse des taux
accompagnant la baisse de l'inflation, devrait relancer la consommation, et notamment dans le domaine du logement, où les achats sont au plus bas. Mais ce n'est pas si simple. L'instabilité politique de la France et de l'Allemagne ne rassure pas forcément les investisseurs qui attendent de voir ce qui se passe pour s'impliquer. Pour la France, même si l'hypothèse semble lointaine, voire improbable, pour les observateurs économiques, la peur d'une crise de la dette à la grecque incite les marchés à la prudence. Plane aussi la menace des plans sociaux des grandes industries, de la guerre commerciale qu'a promis de déclencher Donald Trump. Les Européens ne sont pas plus optimistes et la peur du lendemain les encourage à épargner. La BCE a aussi revu les prévisions de croissance de la zone euro à 1,1% en 2025. L'institution de Francfort aurait prévu de baisser progressivement les taux pour atteindre les 2% en juin 2025, une date à laquelle elle espère que l'inflation sera descendue en dessous des 2%. Elle espère vraiment que cela incitera les ménages à consommer, ce qui permettrait à l'économie européenne de redémarrer. D'après ces chiffres, le pouvoir d'achat est en hausse, même si cette hausse est très variable selon les catégories. Reste à savoir s'il faudra enclencher rapidement une autre baisse des taux pour inciter les Européens à se lancer dans de grands projets de vie. Passons désormais au Club des 27. Roumanie. Contestation après la présidentielle, les tractations pour former le gouvernement commencent. L'annulation du second tour de la présidentielle ne passait vraiment pas pour l'extrême droite. Vendredi 6 décembre, la Cour constitutionnelle prononçait l'annulation du processus d'élection présidentielle en cours, la faute à de nombreuses preuves de manipulation des réseaux sociaux, notamment TikTok, par des intermédiaires russes. Malgré tout, Călin Georgescu s'est rendu à son bureau de vote, accompagné de partisans et de la presse, où il appelait les Roumains au vote malgré l'annulation. De son côté, le leader de l'Alliance pour l'unité des Roumains, George Simion, a déposé une plainte devant la Haute Cour de cassation pour contester la décision de la Cour constitutionnelle. Il veut aussi saisir la commission de Venise du Conseil de l'Europe, qui s'occupe des questions d'état de droit, et l'OSCE, qui s'occupe de l'observation des élections. L'extrême droite est vraiment sur les nerfs. Samedi 7 décembre, au lendemain de la décision de la Cour constitutionnelle, 7 personnes ont été placées sous contrôle judiciaire pour avoir fait des saluts nazis. Plus inquiétant, dans la nuit du samedi 7 au dimanche 8 décembre, 21 paramilitaires ont été arrêtés alors qu'ils remontaient vers Bucarest. À leur tête, Horaciu Potra, ancien membre de la Légion étrangère ayant servi au Congo et qui fait partie du service d'ordre de Călin Georgescu. Ils avaient à leur disposition des armes à feu, des machettes et près de 30 000 euros en cash et dans plusieurs devises. Ils avaient réservé des chambres d'hôtel et disposé d'une liste composée de politiciens et de journalistes anti-Georgescu qu'il fallait intimider. À Brașov, la police a perquisitionné le domicile de Bogdan Pechir, un influenceur dans la crypto-monnaie qui aurait participé au financement illégal de la campagne. 3 événements qui auront bien affaibli l'équipe autour de Georgescu, ce qui ne l'empêche pas de continuer sa désinformation. Mais la mobilisation de l'extrême droite n'a pas empêché les partis de gouvernement de commencer les négociations pour dessiner les contours de la prochaine majorité gouvernementale. Mardi 10 décembre, le Parti social-démocrate, le Parti national-libéral, l'Union Sauver la Roumanie et l'Union démocrate des Magyars de Roumanie se sont rencontrés pour la première fois pour discuter de la nouvelle coalition. Mais le Parti social-démocrate pose une condition assez difficile pour USR en lui demandant d'être dans l'opposition pour que l'opposition ne soit pas seulement représentée par les partis nationalistes et ultranationalistes. Marcel Ciolacu réclame aussi que le PSD récupère le poste de Premier ministre puisqu'il est arrivé en tête des élections. L'USR soutient le candidat du PNL, Ilie Bolian, au poste de Premier ministre, alors que l'intéressé indique que la tradition veut que ce soit le parti gagnant qui obtienne le poste de Premier ministre. Pour que USR accepte de siéger dans l'opposition, le PSD a proposé la présidence de certaines commissions parlementaires, garantissant ainsi de l'influence pour USR dans la nouvelle mandature. Bulgarie.
des députés demandent d'enquêter sur l'influence russe en Roumanie. Plusieurs députés bulgares ont demandé la création d'une commission parlementaire spéciale sur l'influence russe en Bulgarie et chez les pays voisins, sous l'impulsion de Ivailo Mirchev, membre du PPDB, parti centriste pro-européen. Une demande qui fait suite à l'enquête du journal d'investigation roumain Snoop, qui a retracé les sources de l'ingérence russe en Roumanie, et ils sont parvenus à démontrer le lien avec un groupe d'entreprises bulgares qui serait impliqué, en tout plus d'une cinquantaine, avec une concentration anormale dans la ville de Plovdiv. Ivailo Mirchev dit que l'essentiel de ces entreprises appartiennent au secteur de l'énergie et reçoivent des financements de la part d'entreprises liées à la politique énergétique du Kremlin. Ce réseau de sociétés bulgares, détenu par un ressortissant géorgien, se chargeait de distiller de la propagande russe en Bulgarie, mais alimentait aussi la machine sur les réseaux sociaux en ciblant des comptes roumains. Malheureusement, vu la crise politique actuelle et la montée en puissance des partis pro-russes en Bulgarie, la mise en place d'une telle commission semble compromise. Allemagne, Ukraine, avortement et emploi au menu de la semaine de campagne. Les carnets de campagne allemands nous emmènent encore une fois à Kiev, où une semaine après son rival, le chancelier Olaf Scholz, c'était au tour du leader de la CDU, Friedrich Merz, de rencontrer Volodymyr Zelensky lundi 9 décembre. Il a défendu la nécessité de donner les moyens à l'Ukraine de négocier une paix juste et aussi réaffirmé son soutien à l'entrée de l'Ukraine dans l'UE et dans l'OTAN, mais aussi la livraison de missiles de longue portée en Ukraine, tout en rappelant qu'il ne voulait pas que l'Allemagne soit partie prenante au conflit. Il s'est rendu à Varsovie le lendemain pour y rencontrer son allié politique, le Premier ministre polonais Donald Tusk, où il a annoncé vouloir renforcer la coopération sur les questions de défense au niveau européen. Il a aussi appelé à la création d'un groupe de contact sur l'Ukraine au niveau européen. À la gauche du Bundestag, on se presse pour faire passer une loi sur l'avortement avant les prochaines élections fédérales. L'article 218 du Code pénal criminalise toujours les avortements. Dans les faits, l'Allemagne ne condamne pas l'avortement avant la 12e semaine, après une consultation médicale, mais le revers de la médaille, c'est que l'acte étant encore illégal, il n'est pas remboursé. C'est pourquoi les Verts et les sociodémocrates ont déposé un projet de loi qui légaliserait l'avortement jusqu'à la 12e semaine de grossesse et autoriserait même au-delà de ce délai en cas de complications. Le problème, c'est que la fenêtre de tir est minuscule. Il faudrait que le processus décisionnel soit complet d'ici aux législatives, le 23 février, dans à peine plus de 2 mois. Le projet de loi est porté par la députée social-démocrate Carmen Wege et la verte Ulle Schaus, et il est soutenu par 328 députés de plusieurs groupes. Il faut en tout le soutien de 367 députés pour que la loi passe. La proposition bénéficie évidemment du soutien du gouvernement, mais aussi de plusieurs députés de Die Linke et de l'alliance Sarah Wagenknecht. La CDU-CSU y reste fondamentalement opposée. Est-ce que le fait que 74% des Allemands y soient favorables peut changer la donne ? En pleine campagne, la majorité sortante met la droite devant ses responsabilités et la met potentiellement en difficulté sur un sujet qui fait globalement consensus au sein de la population. Friedrich Merz critique la méthode et reproche au gouvernement démissionnaire de vouloir passer en force sur un sujet de société sensible qui mériterait un débat national d'ampleur. Les libéraux démocrates empêchaient toute évolution de la loi tant qu'ils étaient membres de la coalition, mais leurs élus sont très divisés sur la question. La question n'est pas encore mise à l'ordre du jour du Bundestag, ce qui rend son adoption dans les délais impartis improbable. Dernier point, le contexte économique. Depuis quelques semaines, les annonces de plans sociaux secouent l'Allemagne avec le géant de l'acier ThyssenKrupp et le constructeur automobile Volkswagen. C'est d'ailleurs chez Volkswagen que la situation s'est tendue cette semaine. Le conflit social a débuté il y a quelques semaines, mais la direction du groupe refuse de céder aux demandes des syndicats. Lundi 9 décembre, près de 70 000 salariés se sont mis à l'arrêt à travers le pays. La dernière convention collective a pris fin au 1er décembre
et les syndicats demandent une hausse de salaire supérieure au reste de l'industrie. Le dialogue continue même si les salariés perturbent la production. La direction souhaite une baisse des salaires de 10% et a évoqué la fermeture de 3 usines, la faute au marché du véhicule neuf, qui a brutalement ralenti ces derniers mois, notamment en Chine où leurs concurrents chinois ont pris leur place. Volkswagen va devoir procéder à des licenciements secs. Le conflit social a de bonnes chances de se prolonger jusqu'en 2025 et ce sera certainement l'événement économique qui aura le plus de poids dans la campagne. Volkswagen est l'un des plus gros employeurs du pays et cette annonce de plans sociaux est une première pour un groupe avec lequel on associe habituellement la sécurité de l'emploi. Ce conflit pose aussi la question de la cogestion entre employeurs et syndicats, un système considéré comme trop rigide dans un contexte géopolitique qui évolue très vite. Les syndicats demandent à l'État de venir au secours de Volkswagen et pour cela, il faudrait lever le frein à l'endettement, un autre sujet brûlant de la campagne allemande. La campagne ne fait que commencer, mais les dossiers brûlants se multiplient et c'est ce qui rendra passionnant la campagne dès le mois de janvier. Autant, Mark Rutte demande aux États membres de doubler leurs dépenses de défense. Jeudi 12 décembre, lors d'une conférence organisée par le groupe de réflexion Carnegie, Mark Rutte, le tout nouveau secrétaire général de l'Alliance nord-atlantique, a tenu à mettre en garde les États membres de l'OTAN. Les membres européens sont menacés au même titre que l'Ukraine. Et d'après les informations qu'il a en sa possession, il a indiqué que l'objectif du Kremlin était d'avoir une confrontation longue avec l'Occident. C'est pourquoi il exhorte les membres de l'Alliance à atteindre les 2%, mais surtout de voir plus loin, avec des investissements pouvant aller jusqu'à 3 voire 4% du PIB dans les dépenses de défense. La présidente de la Commission européenne avait d'ailleurs rappelé il y a quelques semaines que la Russie dépensait entre 7 et 9% de son PIB dans sa défense et exhortait elle aussi les 27 à passer à la vitesse supérieure. Mais dans le contexte économique compliqué, où plusieurs États sont sous procédure de déficit excessif, le commentaire ne passe pas vraiment, surtout quand Mark Rutte dit que rogner un peu sur les systèmes sociaux et les pensions pourrait permettre de tenir les objectifs. Mais il assure que garantir la sécurité aujourd'hui permettra de réduire les dépenses demain, surtout si on évite le déclenchement d'une guerre conventionnelle directe. Les diplomates parlent d'une réforme du seuil pour le passer de 2 à 2,5 voire 3%. Mark Rutte parle d'atteindre les 4% dans les 4 à 5 ans, ce qui paraît très ambitieux et pourtant dérisoire face à la Russie. Mark Rutte appelle à la fusion de plusieurs acteurs de l'industrie de défense européenne pour que l'industrie de défense se débarrasse de la lourdeur et de la lenteur qui la caractérisent. La décision devrait être prise lors du prochain sommet de l'OTAN à La Haye à l'été 2025. La Commission tente de mettre en place son programme européen d'investissement dans l'industrie de défense pour aider les pays à produire et à s'équiper en matériel de défense. Mais là où ça coince, c'est que les États membres se divisent sur le financement et la question d'un emprunt commun, comme lors du Covid. Italie. Deux lois soulèvent les inquiétudes. La Cour suprême italienne a statué sur le projet de référendum sur l'abrogation de la loi sur l'autonomie différenciée proposée par le gouvernement. Un référendum qui, s'il est validé par la population, donnera plus de pouvoir aux régions, ce qui devrait creuser encore un peu plus le fossé entre régions du Nord et du Sud. La Cour suprême a donné son feu vert, reste à la Cour constitutionnelle qui doit statuer en janvier. Elle avait rejeté partiellement la loi en novembre. L'opposition avait obtenu 500 000 signatures pour parrainer le référendum abrogatif sur cette loi, adoptée en juin, qui donnait plus de pouvoir aux régions sur les services publics. Mais entre la Lombardie et les Pouilles, la qualité du service semblera diamétralement opposée. La Commission européenne avait émis un avis défavorable sur cette loi qui pouvait affaiblir la cohésion territoriale et les finances publiques, mais surtout creuser encore un peu plus les inégalités entre les territoires. La tenue du référendum n'est donc pas garantie, il doit encore passer une étape, affaire à suivre. Autre dossier qui inquiète les Italiens, c'est le projet de loi sécurité. Dimanche 15 décembre, environ 100 000 personnes ont défilé contre ce projet de loi
qualifié de fasciste par ses opposants, car il permettait de punir pénalement toute forme de contestation politique et sociale, comme les happenings tels que les blocages d'autoroutes avec son propre corps, comme ça a pu être observé lors des manifestations concernant le projet de ligne à grande vitesse Lyon-Turin. Les ventes de cartes SIM seraient également interdites aux personnes sans titre de séjour. Le texte a été approuvé en septembre par la Chambre des députés et elle est actuellement à l'étude dans les commissions parlementaires sénatoriales compétentes. Fait rare, l'ancien président du Conseil, Giuseppe Conte, faisait partie du cortège. Passons enfin à la rubrique Nos chers voisins. Géorgie, le point sur les manifestations pro-européennes. Cette semaine, la Géorgie passait à la troisième semaine de mobilisation pro-européenne suite à la déclaration du Premier ministre Irakli Kobaridze sur le gel du processus d'adhésion de la Géorgie à l'UE. Avec les fêtes approchant, la mairie de Tbilissi a décidé de hisser le sapin de Noël traditionnel juste devant le Parlement géorgien. Une structure métallique a été installée à cet effet. Les manifestants se sont emparés de la structure pour y accrocher les photos des manifestants et des journalistes battus par la police. 450 personnes ont été arrêtées et 300 d'entre elles disent avoir été victimes d'abus par les forces de l'ordre. Dernier fait important en date, un des doyens de l'université de Batumi, sur les bords de la mer Noire, s'est fait arrêter avec un petit groupe alors qu'il tentait d'accrocher une banderole de soutien aux manifestations pro-européennes sur la façade de son établissement. Jour après jour, les manifestations perdurent, malgré la violence de petits groupes d'individus cagoulés et les méthodes de répression de la police dénoncées par le défenseur public géorgien, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et le Commissariat aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe. Les manifestants s'organisent en milices d'autodéfense pour lutter contre les voyous sans insigne ni uniforme. Le mouvement s'accentue en région avec près de 40 villes et villages mobilisés. La répression semble paradoxalement encourager la population à s'engager dans le mouvement de contestation. Il est utile de rappeler que 80% des Géorgiens souhaitent que la Géorgie intègre l'Union européenne. Il faut revenir à l'insurrection de 1989 à l'encontre de l'URSS pour retrouver un mouvement d'une telle ampleur. Une insurrection réprimée dans le sang par Moscou à l'époque. La ville de Khatchuri, habituellement imperméable à de tels mouvements de contestation, proteste elle aussi contre le pouvoir en place, ce qui témoigne du sentiment d'injustice provoqué par la répression. D'un autre côté, les menaces à l'encontre des fonctionnaires, la peur de se faire fliquer pour un like sur Facebook, le discours de la peur du voisin russe qu'il ne faut pas froisser pour éviter une guerre, sont encore des freins à une plus grande contestation encore. Côté répression, le gouvernement se dépêche de faire passer des lois pour interdire que les manifestants aient leur visage dissimulé, mais aussi de faire interdire les pointeurs laser dont les manifestants se servent pour aveugler les policiers anti-émeutes. Ils ont interdit l'utilisation de feux d'artifice après que les manifestants aient utilisé les mortiers d'artifice à l'encontre des policiers. La présidente Salomé Zourabichvili a profité de son voyage diplomatique à Paris pour la réouverture de Notre-Dame de Paris pour s'entretenir avec Emmanuel Macron et Donald Trump. L'Union européenne et les États-Unis ont menacé de nouvelles sanctions à l'encontre du régime géorgien. Le Conseil de l'UE du 16 décembre devra statuer sur de nouvelles sanctions. La Hongrie a déjà fait savoir qu'elle s'opposerait à toute sanction. En début de semaine, Emmanuel Macron s'est entretenu avec l'oligarque Bidzina Ivanishvili pour demander la libération de tous les prisonniers politiques. Mais le pouvoir n'en démord pas. Le Premier ministre Irakli Kobaridze a promis d'anéantir ses adversaires qu'il accuse, je cite, de libéralo-fascisme. Samedi 14 décembre, c'était le jour de l'élection présidentielle, mais aussi de l'officialisation de la décoration de Noël, un moyen pour le pouvoir de regagner l'espace au détriment des manifestants. L'élection présidentielle ne faisait aucun suspense, le collège électoral étant massivement composé d'élus de rêve géorgiens, mais aussi boycotté par l'opposition, il ne faisait aucun doute que l'ancien footballeur professionnel, Mikhail Kavelashvili, soit élu.
Il est perçu comme vulgaire, manquant d'éducation et pas du tout au niveau d'une telle fonction par la population. Quid désormais de Salomé Zourabichvili? Sera-t-elle accusée de haute trahison en se maintenant au pouvoir? Son recours à l'encontre des élections d'octobre rend illégitime la présidentielle. D'après les constitutionnalistes géorgiens, le scrutin aurait dû être reporté. Rendez-vous la semaine prochaine pour suivre la suite des événements en Géorgie. Russie, la chute de Bachar al-Assad, un revers stratégique pour Vladimir Poutine. La chute précipitée du dictateur syrien en une semaine a surpris le monde entier. L'allié russe a semblé impuissant face à une offensive éclair, même si l'aviation militaire russe a bombardé les forces rebelles à plusieurs reprises. Les soldats russes sont désormais priés de plier bagages. En 2017, Vladimir Poutine se voulait le garant de la stabilité du pays, avec des bases aériennes et navales à Khmeimim et Tartous pour assurer le maintien de Bachar el-Assad à la tête du pays. L'URSS était déjà l'allié de la Syrie du temps d'Hafez el-Assad, le père de Bachar. En faisant ça, la Russie se posait en alternative de l'Occident. Les printemps arabes avaient secoué le pays durablement. Bachar al-Assad avait montré toute sa cruauté avec le massacre de la Ghouta, en périphérie de Damas, où il a bombardé ses concitoyens avec des barils de gaz sarin, faisant plus de 2000 morts. L'avènement de Daesh, la prise de pouvoir des Kurdes dans la région du Rojava, le Kurdistan syrien, avait morcelé le pays. L'intervention occidentale puis l'intervention russe à l'encontre de Daesh avec les milices de Wagner avait permis à El-Assad de réaffirmer l'autorité de l'État sur des territoires perdus. Mais le pouvoir ne tenait que par la bonne volonté de la Russie. L'affaiblissement du Hezbollah libanais avait considérablement réduit son vivier local de combattants et la Russie, pressée de gagner du terrain en Ukraine pour négocier la paix en janvier, avait négligé la Syrie en y envoyant des officiers peu compétents. Il n'en fallait pas plus à la Turquie pour déstabiliser son voisin méridional. La chute de Bachar el-Assad force la Russie à retirer ses troupes. Il semble que le gouvernement de transition ait souhaité un retrait en douceur et n'a pas tenté de s'attaquer aux forces russes. Une chute aussi rapide montre une faillite des services russes à anticiper une telle attaque. Une faillite qui pourrait coûter à la Russie l'accès à la mer Méditerranée et un relais logistique qui lui permettait des transferts faciles de matières premières et d'hommes vers l'Afrique. Moscou aurait déjà entamé les discussions pour consolider sa présence sur place et garder ses bases militaires. À voir si les rebelles accepteront d'avoir des accords avec ceux qui les ont bombardés. Mais le réel ennemi politique des rebelles, c'est l'Iran. Moldavie, le pays en état d'urgence énergétique. Alors que les services secrets ont publié leur rapport concernant l'ingérence russe lors de la présidentielle moldave, confirmant la structuration du système d'influence façonné par l'oligarque Ilan Shor et la formation de plusieurs jeunes moldaves pour organiser des émeutes, c'est sur un autre front que la Russie menace la Moldavie. Le Parlement moldave a déclaré l'état d'urgence dans le secteur de l'énergie vendredi 13 décembre. La raison? La crainte d'une interruption de livraison de gaz russe par l'intermédiaire du gazoduc qui traverse l'Ukraine. L'état d'urgence durera minimum 60 jours. La Moldavie devra donc certainement rationner l'électricité, comme on l'observe en Ukraine. Le Premier ministre Dorin Recean a déclaré que le pays fasse en sorte que ce soit le dernier hiver où il sera sous la menace du Kremlin. La centrale de Kuchurgan, en Transnistrie, fonctionne au gaz et elle produit 70% de l'électricité moldave. L'arrêt de livraison de gaz de la Russie à l'Ukraine au 31 décembre impacte de facto la Moldavie. Le Kremlin réclame que la Moldavie règle une dette de 667 millions d'euros que le gouvernement moldave ne reconnaît pas. La coupure de gaz russe risque d'avoir un impact sur les prix, faisant exploser les prix du gaz en Moldavie. La manœuvre russe intervient alors que les législatives moldaves arrivent dans quelques mois. Le temps de rendre le gouvernement et sa majorité impopulaires et faire revenir les pro-russes en tête des sondages. Cela ressemble même très fort au discours de la peur de la guerre avec Moscou en Géorgie,
destiné à faire accepter le retour dans le giron russe. Voilà, c'est ainsi que s'achève la 50e semaine européenne de 2024. Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, abonnez-vous sur votre plateforme préférée, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube ou YouTube Music, et n'oubliez pas d'y laisser votre avis, que ce soit en nombre d'étoiles ou en like. Pour ne rien rater des publications du podcast, suivez Europe Hebdo sur Facebook, Instagram et LinkedIn, et n'hésitez pas à liker, commenter et partager les publications pour en augmenter la visibilité. Si vous avez une remarque, une question ou une suggestion à faire pour le podcast, n'hésitez pas à vous inviter dans mes messages privés, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous voulez dévorer le nouvel épisode du podcast dès sa sortie, abonnez-vous pour recevoir la newsletter du podcast. Le lien est à retrouver en description de cet épisode. Je vous donne rendez-vous lundi prochain, 17h30 sur Europe Hebdo.